Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvel épisode de Tout est marque. Une fois n'est pas coutume, Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques pour éclairer la vision et inspirer les actions. Dans cet épisode, je dois tout vous dire, nous n'allons pas recevoir une marque, mais un groupe spécialiste du vélo à assistante électrique, appelé aussi VAE, en tous les cas vélo électrique. Et pour ce faire, je reçois le fondateur et président du groupe Rebirth, Grégory Trébaol. Bonjour Grégory. Bonjour François-Xavier. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Comme c'est la tradition dans chaque émission, pour démarrer, pouvez-vous nous expliquer les contours de l'entreprise déjà Rebirth avant qu'on parle des différentes marques? Merci en tout cas François-Xavier de nous accueillir aujourd'hui. Écoutez, le groupe Rebirth est une plateforme de marques constituée de différentes marques, toutes spécialisées dans le vélo et le vélo à assistance électrique. Cela a pris naissance il y a 20 ans avec une première marque qui était Easy Bike. Donc happy birthday quand même. Merci. Et cette marque, en étant un peu précurseur sur le segment du marché du vélo à assistance électrique, a, au fil du temps, consolidé par le biais de différentes acquisitions d'autres marques iconiques, historiques, qui puissent s'intégrer dans la mobilité électrique. Et une fois ces marques un petit peu consolidées, on a imaginé les regrouper sous une marque ombrelle, Rebirth, qui a beaucoup de sens, et on pourra l'expliquer au cours du podcast. Oui, alors rentrons dans le détail. Pourquoi passer de Easy Bike à Rebirth? C'est un changement de cap stratégique en général, un rebranding. Alors, effectivement, on a créé ce groupe au démarrage avec une seule marque, Easy Bike, et donc qu'une question se posait, on avait une marque, un focus. À partir du moment où on a eu la deuxième et la troisième marque dans le portefeuille et par acquisition, des marques relativement fortes, des marques comme Solex et des marques comme Matra, on avait une marque qui était un peu plus faible, qui était Easy Bike, et qui pour autant était cette marque qui avait consolidé cet univers. Donc il nous est apparu essentiel d'avoir une marque ombrelle qui allait regrouper toutes ces valeurs, mais qui pour autant n'allait pas faire d'ombre. Donc c'est un peu antinomique avec cette marque ombrelle, mais qui n'allait pas faire d'ombre à chacune de nos marques pour que chacune puisse s'exprimer dans sa catégorie. D'accord. Alors rappelons quand même. Le groupe Rebirth, Matra, on l'a cité, marque absolument iconique, Solex, Easy Bike, donc qui fête ses 20 ans, Cycle le Jeune, Colline, donc acquisition plus récente, qui vient de Biarritz, je crois. C'est ça. Voilà. Stan, Cycle Peugeot, Mobicity, je crois que j'en ai pas oublié. Mobiki, qui nous a fait notre ancrage en Normandie. Voilà. Peugeot Cycle qui fête d'ailleurs aussi un anniversaire, puisque Peugeot Cycle, officiellement, c'est depuis 1885. Exactement. Peugeot a d'abord fabriqué des vélos avant de fabriquer des automobiles. Peu de personnes le savent, effectivement, sachant qu'il y a même eu des vélos Cycle Peugeot, si ma mémoire est bonne, qui étaient assez révolutionnaires au début des années 1900, puisque Cycle Peugeot a fait le premier vélo à 22 kg. C'était une révolution pour l'époque. Ouais, c'est vrai. Ça, on parle de ça en 1903, si ma mémoire est bonne. Donc, le chiffre d'affaires de Rebirth, un peu moins de 100 millions. C'est ça. Donc, c'est pas une petite boutique de vélo. Répartie de quelle manière entre les marques? Il y a une marque leader par rapport aux autres? Alors, pas vraiment, de façon assez homogène sur l'ensemble des marques. Et en même temps sur la verticalité qu'on a opérée avec Rebirth, puisqu'on est également propriétaire d'un réseau de magasins. Donc globalement, chacune des marques fait entre 12 et 13 millions d'euros, de façon assez classique. Donc c'est un petit peu les bases. Maintenant, un reste à développer. Pas de marque plus que ça leader, ça vous permet aussi d'éventuellement de minimiser les risques, sûrement? C'est sûr. Après,
on l'aborde pas forcément du côté risque, on l'aborde de façon usage. Et on essaie de bien combler les usages et les besoins avec chacune des marques. Alors, bien évidemment, Colline fait pas ça. Colline est une marque de niche et ultra luxe. Mais si on compare Gitane à Solex ou à EasyBike ou à Matra, on est dans une certaine homogénéité. C'est vrai que je dois vous le dire, et j'en avais parlé également avec Émilie, votre directrice générale. J'aime beaucoup votre entreprise en ce sens que vous avez aussi ce côté made in France qui est important, et vous avez surtout réindustrialisé en France, notamment à Saint-Lô. Que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi ce projet de réindustrialiser qui paraît peut-être un peu fou par rapport à la concurrence quelquefois qui n'a pas d'état d'âme? Si on parle aujourd'hui 2025 de cette volonté de réindustrialiser, je pense que ça paraîtrait pas fou parce que aujourd'hui, depuis 2019, l'Europe a mis en place un certain protectionnisme au travers de différentes lois anti-dumping qui viennent surtaxer des produits asiatiques. Mais reprenons les choses dans leur contexte. Le projet de Saint-Lô est né en 2013, donc 6 ans avant les premières mesures de protection anti-dumping. Et en fait, ce projet de réindustrialisation est né en parallèle de l'acquisition de Solex. Pour nous, effectivement, s'il y a bien une de nos marques qui représente la France, cet ADN français, puisque je rappelle que Solex a fabriqué plus de 8 millions de Solex et après-guerre, Solex a inventé la mobilité. Et on assume ce côté inventer cette mobilité-là. Souvenons-nous aussi de Jacques Tati. Exactement. En Solex. Pour nous, on ne pouvait pas concevoir de reprendre Solex et de continuer cette production en Asie. Et donc est né ce projet de dire oui pour reprendre que Solex, mais à condition de la réindustrialiser. Et on a eu plusieurs choix possibles à cette occasion. Et c'est comme ça qu'est né le site de Saint-Lô. De Saint-Lô. Et derrière, les pièces sont, elles, pas forcément et uniquement françaises. On est bien d'accord, parce que sur le vélo, ça devient compliqué d'avoir des pièces uniquement françaises. Effectivement, on a, dans la fin des années 80, début 90, on a eu un exode industriel vers l'Asie, en tout cas dans notre industrie du cycle, qui allait se poser sur la Chine, l'Asie du Sud-Est, Vietnam, etc. Maintenant, 10 ans après, puisque le site de Saint-Lô, on va dire nouvelle génération, post-acquisition Solex est né en 2015, donc 10 ans après, on y est. On est dans un cycle de réinvestissement sur Saint-Lô, et dans le cadre de quelque chose qui nous touche sur le plan industriel, qui est le plan vélo, dans lequel Rebirth a été attributaire sur le site de Saint-Lô. Donc le projet maintenant, on va dire 2025-2030 qu'on vise, c'est de pouvoir avoir une usine à la fois moderne, on parle d'une usine 4.0, mais également de pouvoir avoir un approvisionnement et une responsabilité dans la supply chain beaucoup plus locale. Et quand on dit local, on n'est pas des ayatollahs du Made in France non plus, puisque sinon on met des barrières là où il ne faudrait pas y en avoir, mais on va dire à l'échelle européenne, oui. On va essayer de recentrer des approvisionnements au niveau européen plutôt que Asie. Vous travaillez déjà avec Bosch, par exemple, sur les moteurs Oui, alors plus proche de nous, puisque Bosch est basé en Allemagne avec des productions en Europe de l'Est. Mais vous avez un motoriste qui a aussi une histoire à part entière avec Solex, qui est Yamaha. Et même si cette marque est japonaise, cette marque a décidé pour l'ensemble de l'Europe de fabriquer ses moteurs pour toute la mobilité électrique à Saint-Quentin dans l'Aisne, ni plus ni moins qu'ailleurs que ancienne usine Solex qui avait été reprise à l'époque par MBK, reprise par Yamaha. Incroyable. Et donc aujourd'hui, les prochains moteurs Yamaha à destination de la gamme Solex sont fabriqués dans l'ancienne usine Solex que Yamaha a repris. Donc c'est une anecdote, mais voilà, la réindustrialisation est possible en France. La boucle est bouclée, sans faire de jeu de mots en parlant de la boucle. Je ne parle pas du Tour de France. Design, engineering, innovation, tout est travaillé en France aussi aujourd'hui. On a effectivement, on a placé au cœur de cette plateforme Rebirth une volonté, et c'est aussi sous l'impulsion d'Émilie qui m'accompagne, de pouvoir dire que notre ADN au niveau de Rebirth est le produit. Donc c'est-à-dire qu'on a
préféré faire des concessions sur beaucoup d'autres choses, mais de jamais négliger le produit. Et on a constitué, avec l'aide d'une école qui était Créapol à l'époque, qui nous a accompagnés au démarrage avec des alternants et qui d'alternants sont devenus employés. Et aujourd'hui, on a 9 designers qui sont en interne, qui travaillent sur l'ensemble des marques, l'ensemble du design. Et voilà, on est fiers de dire qu'effectivement, on s'appuie sur cette équipe-là pour animer cette créativité au sein de la plateforme. Avec justement donc une complémentarité, on le sent bien dans votre projet depuis le départ. Hein. Justement, moi je reviens un tout petit peu en arrière, on a cité justement ces marques. En quoi justement vous avez repris des marques qui, bon, pour le coup, sont quand même iconiques, Cycle Peugeot, Lejeune. Pourquoi cette idée de reprendre des marques et de ne pas forcément partir sur de nouvelles marques ? Un constat simple, on est déjà amoureux des marques et de leur histoire. Et quand on dit histoire, c'est avec un grand H à l'échelle des marques, c'est-à-dire comment ces marques-là sont arrivées à ce niveau de notoriété. Et donc, on s'est plongé un petit peu comme vous dans vos différentes thèses sur comment se sont construites ces marques. Et au fur et à mesure où on avance sur ces travaux de recherche par rapport aux marques, on s'aperçoit qu'on partage de plus en plus les valeurs. Solex en est l'exemple, marque tout de suite sortie d'après-guerre, 1946. On regarde toutes les façons de communiquer, toutes les façons de s'adresser aux consommateurs, toutes les façons de concevoir les produits. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs-là sont des valeurs qu'on a reprises et sur lesquelles, je veux dire, on a essayé d'avoir notre propre opinion par rapport à ça. On ne parlait pas de marketing à l'époque, on parlait de réclame. Et si vous regardez toutes les publicités qui ont été faites sur Solex, elles sont riches sur des thématiques aujourd'hui, sécurité, coût. Voilà, on ne parlait pas de mobilité douce, mais... on parlait de mobilité. On parlait de mobilité douce, puisqu'on parlait d'une vitesse de déplacement qui était sécuritaire et qui était limitée à 30 km/h. Donc cette notion-là existait. Mais après, vous l'avez aussi dans les marques que vous citiez, Lejeune, par exemple, c'est des marques qui étaient très typées sport, performance. Peugeot, vous le disiez aussi, a commencé son activité et cette notoriété de marque. Alors, au-delà des moulins à poivre qui sont historiques, mais a commencé son épopée avec des vélos avant de travailler sur la partie automobile. Maintenant, à la question que vous posez, pourquoi les marques et pas la création de nouvelles, on a les deux. EasyBike a été une pure création. Mais le constat que j'ai pu faire à l'époque, c'est de dire, et c'était la personne qui m'a vendu Solex, qui m'a fait relativiser par rapport à ça, c'est de dire combien te faut-il de budget marketing et communication pour avoir une notoriété aussi forte que cette marque, alors que je te propose une marque, certes chère, mais qui va te faire économiser 10 fois ce que tu dois mettre pour avoir cette marque aussi reconnue que celle que je te propose. Et si on aborde ça de cette façon-là, on a un accélérateur à reprendre une marque, même si elle est endormie. Bien sûr. Et pour la réveiller, le coût sera toujours moins cher que d'en créer une de toutes pièces. Alors après, ça vaut sur des segments de produits, ça vaut moins sur, on parlait tout à l'heure d'Angel, sur des nouvelles marques avec des nouvelles technologies, etc., où il n'est pas exclu de partir de zéro, quoi. Bien sûr. Après, tout dépend comment les choses sont brandé aussi, je ne veux pas dire marketé, parce que marketé, ça aussi un peu ce côté péjoratif quelquefois, mais plutôt brandé avec peut-être la promesse émergente d'une technologie, d'un vrai savoir-faire aussi, parce qu'on peut être une jeune marque avec un vrai savoir-faire très reconnu et apprécié et connaître. Mais il est vrai qu'on en parlait pas plus tard qu'hier dans une autre interview, celle de Dunlopillo. Vous voyez, un Dunlopillo, c'est un peu ça. C'est une marque iconique qui a eu ses hauts, ses bas, ses moments de gloire et qui revient. Le directeur général de Dunlopillo en parlait hier, qui revient avec un élan incroyable et je peux vous dire que c'est plus une marque en sommeil. En 2025, événement majeur donc sur le marché des deux roues électriques. Surtout pour votre groupe, la reprise de marque Angel, on vient juste d'en parler, de Marc Simoncini. Comment cela s'est-il produit ? Parce que je ne sais pas si tout le monde, en définitive, a suivi l'actualité, mais la marque Angel a eu quelques déconvenues et il s'est avéré que son fondateur et propriétaire a voulu s'en séparer. Effectivement, ça c'est si vous voulez,
je pense que la faculté qu'on a chez Rebirth, c'est de pouvoir aussi s'intéresser aux points positifs. Effectivement, Angel parce que c'est toujours facile de refaire l'histoire 4 ans après, mais moi j'ai tendance à dire, et en tant que professionnel et industriel dans cette profession, Angel, il faut le remarquer, a été disruptif en son temps, a proposé un modèle de vélo connecté qui s'était jamais vu auparavant, a décidé de travailler avec un industriel de renom français, Seb. parce que l'objectif était de fabriquer en France et pas uniquement d'assembler. Le projet Angel Seb était de refabriquer un cadre en France. Seb a eu ce courage aussi de vouloir dédier et de diversifier un de leurs sites à ce projet, et Angel a eu aussi ce mérite de pouvoir aller de croire en un industriel qui n'était pas du sérail. Il y a eu des prises de risques de part et d'autre, et effectivement, on a été confronté sur Angel à une défaillance technique. 20 000 vélos vendus quand même en l'espace de 4 ans à peu près, c'est ça? Alors, un peu moins. Aujourd'hui, on est un peu moins de 10 000. Voilà, ça c'est la réalité. C'est ce qui fait la différence entre le marketing et le branding. Mais voilà, on parle de 10 000 cas. Maintenant, ce qui nous a été ce qui a été intéressant sur ce projet par rapport à Rebirth, c'est de dire, et c'est toujours ce spectre-là qu'on essaie de garder, qu'est-ce que nous, en tant qu'industriels aujourd'hui établis, on est capable d'apporter à un projet qui a un accident industriel. Et on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de choses à apporter pour essayer de transformer ce projet en un succès. Parce qu'il y a énormément de points positifs. Donc on a d'abord conservé l'ensemble des actionnaires, c'est-à-dire que Seb est aujourd'hui toujours actionnaire de la société Zebra qui héberge le projet Angel. Marc, c'est une raison technique, il sort de ce projet-là parce que... Grand entrepreneur aussi, on va pas aussi oublier que c'est un grand entrepreneur. Exactement, il a su prendre des risques, ces risques il les a assumés, il a investi plus de 20 millions d'euros dans ce projet, donc s'il sort, c'est pour laisser aussi ce projet s'épanouir. Il avait un conflit, c'était de notoriété, un conflit avec Seb. Bon voilà, le fait de sortir et de se mettre en retrait, c'est une forme de résilience pour laisser le projet se rétablir. Et on espère qu'avec Seb, on va pouvoir maintenant essayer d'avancer sur un nouveau projet. Quel avenir justement vous allez donner à cette marque? Elle va rester sur le créneau plutôt premium haut de gamme, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que lorsque le vélo est sorti en juillet 2020, le prix de base c'était 2690. Après il est un tout petit peu descendu, mais pas grand chose. On reste à peu près sur les mêmes. On reste sur une marque premium, urbaine et connectée. Maintenant, cette marque ne peut pas vivre avec un seul produit. Donc, face à nous, on va avoir des choix à faire. Soit on élargit la gamme Angel, soit Angel devient un modèle dans une gamme qu'on va établir ou qui est déjà établie. Et donc, ça, c'est un peu les arbitrages qu'on va faire d'ici la fin d'année. Question piège, côté produit, rassurez-moi, vous n'allez pas laisser les options sur les Angel. Parce qu'il y a eu une micro-polémique à l'époque lorsque le vélo est sorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, le vélo était sorti avec 250 €, les garde-boue en option. Non. Alors, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on essaie de corriger, c'est-à-dire que avant tout, on vend un vélo. Donc il faut qu'on puisse respecter les codes du vélo. C'est ça un peu qui avait fait défaut à la marque, d'être un produit type consumer goods plutôt qu'un produit vélo à part entière. Donc on essaie de rétablir un peu l'ordre par rapport à ça. Mais bien évidemment, on va essayer de garder toute cette attractivité de la connectivité et des différentes options, mais plutôt digitales que matérielles. Alors, comme dans toutes les émissions, j'ai une petite question qui fâche, mais vous allez voir, c'est la question qui fâche. Elle n'est pas si difficile. Elle chagrine peut-être un petit peu, mais bon, une révolution, une croissance exponentielle annoncée, sauf que le marché est au ralenti depuis quelques temps. Alors, poser une question un peu qui fâche ou qui est un peu provocante, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une ambition trop grande? Non, c'est la question que beaucoup peuvent se poser. Je pense que dans tout marché, on connaît des crises. Et je pense qu'il faut être suffisamment résilient pendant ces périodes et garder à l'esprit que c'est pendant ces périodes qu'il faut savoir investir, parce que le marché ne va pas rester comme ça ad vitam aeternam. Donc il faut être prêt au moment de la relance. Nous, quand le marché a
qu'une hyper-croissance post-Covid. On n'était pas prêt. Puisque on venait de restructurer l'entreprise, etc. Donc on a fait une petite croissance, on a fait 10 à 15% de croissance quand certains faisaient 100% de croissance. Maintenant, ce marché-là va reprendre, à mon sens, en 2027. Donc il faut structurer, on ne prend pas de risques. L'objectif n'est pas de prendre de risques sur la plateforme. Alors certes, on fait des acquisitions, etc. Mais c'est toujours des acquisitions mesurées. Et avec cet angle-là, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter par Rebirth et qu'est-ce qu'on est capable d'avoir comme synergie. Et si on respecte ces règles-là, on évite les risques et on essaye d'asseoir et de consolider plutôt que de fragiliser. De résister, de travailler les marques dans le temps aussi, c'est important. Vous l'avez démontré là depuis. Les valeurs refuges. Ouais. C'est des valeurs où les gens cherchent aussi une certaine appartenance, une identité, etc. Bon, on est sur ce secteur-là. Maintenant, Rebirth, ce n'est pas que le lifestyle et que des marques anciennes. Hein. C'est aussi, il y a toute une culture derrière, nouvelle. Notamment le RSE, la circularité sur les projets, etc. D'ailleurs, on parle peut-être un peu plus maintenant produits ou distribution. Moi, j'avais une question par rapport au fait que les détaillants spécialisés représentent apparemment, en fonction des chiffres qu'on peut glaner, entre 50 et 57% du chiffre total du secteur du cycle. Ça, c'est une source de transition vélo. Les petits détaillants, justement, sont votre cœur système aujourd'hui pour la distribution? Ça dépend de ce qu'on va appeler comme petits détaillants. Aujourd'hui, dans cette distribution, vous avez les grandes surfaces alimentaires qui ont quasiment jeté l'éponge sur la vente de vélos parce que le vélo devient un produit de plus en plus technique et sur lequel le client veut du conseil. Donc les grandes surfaces alimentaires commencent à jeter l'éponge. C'est le cas de Carrefour, c'est le cas de Auchan. Leclerc résiste, mais par le biais de Leclerc Sport. Vous avez les grandes surfaces spécialisées. Il en reste pas. Il y en a une qui a disparu, GoSport a disparu, mais il en reste une majeure qui est Decathlon. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et Intersport ? Et Intersport, bien évidemment. Après, vous avez les indépendants ou les magasins sous franchise. Nous, ce qu'on va viser, c'est plutôt les indépendants qui ont besoin aujourd'hui, pour exister, de se regrouper. Alors, on a une enseigne qui est Vélo et Oxygène, on a une plateforme de marque. On va essayer de construire une offre un peu différente de ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, que ce soit de la franchise, plutôt sur un mode d'affiliation. On a une particularité, alors Intersport là avec son usine, mais on a une particularité, c'est qu'on sera un réseau affilié, mais aussi adossé à 2 usines et à des marques en propre. Et donc c'est ça qui va faire un peu la différence par rapport à des cyclables, par rapport à des cultures vélo, bouticycles, etc. Avec derrière aussi une dominante e-commerce qui s'inscrit de plus en plus. On voit, moi j'étais effaré la fois dernière, je regardais 3600 références de vélos chez Decathlon en ligne. Marketplace. C'est complètement fou parce que comment choisir un vélo au milieu de 3600 références aujourd'hui, le e-commerce, c'est aussi un de vos enjeux, je pense. Alors, c'est un enjeu. On a mis, nous, Rebirth, on a mis du temps à y aller. On a mis du temps à y aller parce que, issu d'une certaine culture traditionnelle, etc. Donc maintenant, je pense que l'un va pas sans l'autre. On ne peut pas exclure le e-commerce d'un réseau retail et on ne peut pas exclure le retail du e-commerce. On s'en aperçoit. Angel a eu besoin de son réseau, a eu besoin d'un réseau. C'est le cas aussi d'une marque qu'on accompagne qui est Cowboy en Belgique. On a besoin de venir aussi asseoir cette marque au travers d'un réseau de détaillants. Par contre, on s'aperçoit d'une chose, et vous le citiez tout à l'heure avec Decathlon, c'est 3600 marques de vélos, mais la marketplace, et on sort du vélo, la marketplace chez Decathlon représente aujourd'hui plus d'1 milliard. Qui est pour Decathlon, on va dire, une nouveauté, puisqu'ils étaient présupposés ne vendre que des produits à leur marque. On s'aperçoit que ça fonctionne. Donc, il y a un équilibre à trouver entre réseau traditionnel et e-commerce, et les deux peuvent cohabiter très certainement. Alors, on retrouve d'ailleurs sur cette plateforme vos marques comme Gitane, mais en seconde main. En seconde main, c'est pas nous qui alimentons, c'est Upway qui alimente aussi ça. C'est les réseaux aujourd'hui, et il est vrai, on parle de e-commerce et de retail, mais on va aussi parler de marché de seconde main. L'occasion et post-Covid, on a pu le mesurer. C'est des données qu'il faut savoir intégrer. C'est-à-dire que la seconde main va faire partie de notre axe de développement.
comme le leasing sur ces produits-là qui deviennent des produits chers, vont faire partie aussi de l'équation. On peut envisager demain une plateforme de seconde main apparaître chez Rebirth. Non seulement on peut imaginer, mais on est en train d'y travailler au travers d'une marque aussi qui nous a rejoint, qui va représenter tout le reconditionnement, le refurbishing et le réemploi du groupe, qui s'appelle Rold, qui est une marque sur laquelle on a investi fin juin, qui est une marque dans le Finistère, à Quimper, et qui nous a démontré qu'on pouvait avoir une vision groupe sur la partie réemploi. Une belle nouveauté, entre guillemets, enfin, c'est pas une exclue, mais enfin, on aime bien avoir des nouvelles fraîches comme ça. On arrive bientôt à la fin de l'émission, donc je vais juste balayer un point qui est important. Quels sont finalement les grands challenges stratégiques mais je vais affiner la question. Est-ce que c'est peut-être le développement de services type leasing, assurance, des choses comme ça, qui vont faire que demain, la proposition de service d'un groupe comme le vôtre va ficeler véritablement l'offre globale? C'est juste, avant ça, on va être challengé dans le programme 2025-2030 est pour nous une ligne rouge très forte à suivre. C'est la transformation. On l'évoquait tout à l'heure, le groupe Rebirth s'est constitué par de la croissance externe, par différentes marques, différentes cultures. Donc on doit réinventer, on va dire, un fil rouge. Et qui dit réinventer ce fil rouge, dit il faut transformer un certain nombre de choses dans l'entreprise. Donc la transformation à tous les niveaux doit intervenir, transformation industrielle, transformation digitale, transformation servicielle. Donc tout ça doit faire que 2030, on doit arriver avec un projet qui est différent et qui sera différent de celui de 2005 à l'origine. Maintenant, bien évidemment, la plateforme servicielle, aujourd'hui, t'es sûr, chez Rebirth est un axe fort que l'on veut suivre, comme le réemploi et cette forme de responsabilité. On doit fabriquer des vélos, mais de façon responsable à tous les niveaux. Donc, c'est cette transformation qu'on doit mener, aussi bien sur la supply chain que sur le client final. Dernière question, plus une réaction qu'une question. Depuis 2020, on assiste à une vraie transformation, d'ailleurs, côté mobilité. Il y a un nombre d'infrastructures de pistes cyclables qui se sont fortement développées. Donc, c'est vrai que ça a accéléré potentiellement le mouvement. Sauf que on s'aperçoit qu'il y a une étude qui est parue au mois d'août 2025 de Statista. Seuls 20% des Français utilisent le vélo versus 53% pour les Néerlandais, 34% pour les Allemands. Moi, ma question ou la réaction, je pourrais peut-être avoir face à un professionnel comme vous. Comment faire pour augmenter ce taux d'utilisation ? Écoutez, déjà, ces chiffres sont justes. On adhère à ce constat, mais quels étaient ces chiffres-là il y a 10 ans, il y a 15 ans ? Donc on part de zéro. L'utilisation du vélo en France, il y a 20 ans, c'était vraiment un mode loisir. On en faisait le week-end, etc. Oui, c'était 2%. Voilà, globalement, en 2002, c'est 2%. Voilà, donc voilà. On revient de loin, là où aux Pays-Bas et en Allemagne, cette culture existait déjà. Dans les années 60, par contre, 60-70, on était sur les chiffres que vous citez aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on avait des coûts d'acquisition sur des véhicules et tout ça qui étaient assez élevés par rapport aux revenus des Français. Et donc, le vélo n'était pas vu comme un mode de déplacement dit péjoratif. Aujourd'hui, on a réinversé cette tendance. Ça devient presque in de se déplacer à vélo, d'aller travailler à vélo, etc. Surtout dans des grandes villes. Les infrastructures y ont contribué. Donc, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans des barrières aujourd'hui idéologiques pour utiliser le vélo, mais par contre il faut les encourager, et je pense que si on veut pousser l'utilisation du trajet domicile-travail, ça reste aussi aux entreprises à faire ce pas-là, et à tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, les plateformes servicielles, la maintenance, le leasing, etc., au même titre que ce qui est apparu dans l'automobile, pour essayer d'augmenter cette proportion. Le mot de la fin ? Rouler à vélo. Ok, moi je vous dirais Rebirth, une affaire qui roule. Voilà, on va faire simple. Merci. J'espère vous retrouver en 2026 au micro de Toutes les marques pour fêter et un anniversaire, non pas des moindres, les 80 ans de la marque Solex. En tous les cas, on prendra date. C'est la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, bien entendu, allez consulter le site internet du groupe qui est www.groupe
rebirth.com. Cela permet un peu d'avoir aussi peut-être une idée encore plus précise de l'ensemble des services et des produits du groupe. Merci à toutes et à tous aussi d'être de plus en plus nombreux sur l'ensemble des plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast. C'est vraiment sympathique d'avoir autant de retours, autant de commentaires, autant de likes. Et moi, sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.